Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast qui s'intitule « Bâtissons un futur enchanté » avec en complément « Nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde de demain ». Ce 7e épisode a pour titre « La fabrique du mensonge, flou, omission et pensée unique ». Nous vous précisons que cet entretien, comme tous ses prédécesseurs, est consultable sur le site imagesetmots.fr. Nous conseillons vivement aux personnes intéressées par ce sujet de lire l'article écrit si elles veulent avoir accès aux liens Internet importants dans cet exposé. Nous avions prévu un tout autre thème pour ce 7e épisode, mais le dimanche 9 février 2025, quelques jours après notre 4e article paru mi-janvier sur l'influence grandissante du wokisme et la mise en place prochaine du futur programme d'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées, la chaîne France 5 présentait un épisode de son émission « La fabrique du mensonge », consacré à ce sujet. Nous avons donc décidé de visionner et de commenter ce reportage, disponible en replay jusqu'au 13 novembre 2025, et éventuellement d'apporter quelques compléments ou modifications à ce que nous avions écrit dans notre précédent podcast. Le titre de cette série d'émissions, « La fabrique du mensonge », est déjà en lui-même troublant. Contrairement à ses consoeurs « Complément d'enquête » ou « Cache investigation », qui par les mots employés semblent annoncer un processus d'observation des faits sous différents angles, nous sommes ici d'emblée dans l'affirmation directe que va nous être présentée la vérité, avec pour corollaire le fait que les opinions contraires seront construites sur des mensonges. Les premières paroles du nouveau présentateur Thomas Negaroff sont d'ailleurs claires. Le reportage ne sera pas une confrontation des différentes approches du problème, mais une condamnation radicale, je cite, « des fake news, pression et violence de la part des franges les plus conservatrices ». Fin de citation. Autant dire que ça commence mal. Mais cela ne nous surprend guère puisque depuis la sombre période Covid, nous sommes habitués à voir disparaître de plus en plus les débats contradictoires, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Dans un premier temps, acceptons donc cette proposition telle qu'elle nous est offerte. Afin d'apporter un ressenti aussi objectif que possible, je me suis placé dans la peau d'un parent de 3 enfants, supposant que l'un est en primaire, le deuxième au collège et le troisième au lycée. Dans cette situation hypothétique, il se trouve que, à l'image de nombreux autres pères et mères, je suis inquiet d'entendre sur les réseaux sociaux ou sur nombre de médias alternatifs des informations troublantes sur le programme d'éducation à la sexualité qui va devenir obligatoire dès la rentrée 2025. J'attends donc de cette émission beaucoup d'éclaircissements et d'informations sourcées afin de me faire une opinion la plus juste possible de ce sujet important. Au bout d'1h30 de visionnage, suis-je détrompé, instruit, rassuré ? La réponse est clairement non. Nous allons vous donner les raisons de cette déception. Le principe de l'émission est de présenter en première partie un documentaire d'1 heure environ, puis de commenter le sujet avec plusieurs intervenants. Dans le cas présent, il s'agissait d'Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité homme-femme, de Maëlle Chaland-Belval, présidente de l'organisme de formation Comitis, et de Thérèse Argos, sexologue belge, spécialiste des ravages causés par la pornographie. Intéressons-nous tout d'abord au documentaire présenté en première partie. Il est centré sur un historique des mouvements contestataires qui ont commencé en Belgique il y a 2 ans, avec pour cible la loi Evras. Ils se sont amplifiés lorsque la ministre belge de l'Éducation, Caroline Désir, a présenté aux parlementaires son texte sur l'éducation à la sexualité. Des personnes comme Élise Malengros, Radia Oulepsir sont devenues les figures de proue, souvent virulentes, parfois violentes, de cette opposition au projet de loi. L'incendie de 8 écoles belges a hélas concrétisé cette hargne d'une frange de la population, même si les auteurs n'ont pas été appréhendés et que rien ne prouve à cette heure que les coupables appartiennent au mouvement contestataire. Le film décrit ensuite la contagion de cette vindicte à la France,
initié par le rappeur Rof, puis développé au fil des mois au sein de divers mouvements, tels Parents en colère, Parents vigilants, Maman louve, etc. Il est bon de rappeler que, depuis 2001, 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité étaient en théorie prévues. Mais dans les faits, elles n'ont été appliquées que dans un pourcentage très faible d'établissements, car le flou qui entourait leur contenu n'encourageait guère les enseignants à appliquer ces consignes. Un second essai avait eu lieu avec les ABCD de l'égalité, présenté par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du droit des femmes, à partir de la rentrée 2013. Mais une opposition, surtout menée par une enseignante, Farida Belgoul, avait conduit à des journées de retrait de l'école, prélude à l'abandon du projet. En septembre 2023, le mouvement de contestation belge contamine donc la France. Le documentaire insiste sur l'agressivité des figures de proue des divers mouvements, ainsi que sur les fake news propagées au sujet des programmes censés voir le jour de façon obligatoire en septembre 2025. Bien sûr, la présentation de quelques dizaines de secondes de vidéos qui montrent des excités virulents n'est pas de nature à redorer le blason d'une opposition présentée comme brute de décoffrage, adepte des visions déformées, voire mensongères. Mais si cette présentation des contestataires est clairement orientée vers une décrédibilisation des condamnations qu'ils portent, une première question importante se pose. Est-ce faire œuvre de journaliste et de transmetteur de vérité que de supprimer purement et simplement les interventions de spécialistes dont les considérations sensées n'auraient rien à voir avec les vociférations de tiktokers belliqueux? Le film donne clairement l'impression que toutes les oppositions qui se sont développées alors étaient soit purement politiques ou religieuses, soit orchestrées par des simplets menteurs en mal de visibilité sur les réseaux sociaux. Or, il s'agit là d'une omission grave. Nombre de psychologues ont exprimé leurs craintes au sujet du déploiement de cet enseignement à l'éducation sexuelle. Pourquoi ne pas avoir interviewé ou simplement mentionné Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne? Pourquoi ne pas avoir fait de même avec Ariane Bilran, docteur en psychopathologie, qui s'inquiète à juste titre de la sexualisation précoce des enfants, préconisée entre autres organismes par l'OMS? Pourquoi n'est-il pas fait mention de la quarantaine de psychiatres et psychologues qui, en 2022, s'opposaient à, je cite, « la nouvelle éducation sexuelle à l'école ». Fin de citation. Pourquoi n'est-il pas fait mention d'ouvrages comme par exemple « La fabrique de l'enfant transgenre » de Céline Masson et Caroline Eliachev? Le documentaire nous informe juste que Sophie Audugé, spécialiste des pratiques éducatives et présidente de SOS Éducation, a interdit par l'intermédiaire de son avocat la diffusion de son interview. Nous serions curieux de connaître la raison de cette demande. Deuxième point important. Selon les auteurs du film, la désinformation gangrène toutes les affirmations des opposants à ce projet de loi. Mais cette désinformation concerne-t-elle seulement les contestataires? Prenons un exemple édifiant. Il est fait mention, durant quelques secondes, de SOS Éducation. À notre connaissance, il s'agit de l'un des organismes dont les références factuelles sont les plus développées. Il est donc plus qu'étonnant de constater qu'une impasse totale est faite sur ces enquêtes. Dans le 4e épisode de ce podcast, nous avons rapporté plusieurs observations transmises par cet organisme concernant des interventions qui ont ou qui auraient été faites au sein d'établissements français. Dans chacun de ces nombreux rapports sont mentionnés la date de l'intervention, le département de l'établissement, le statut des intervenants, les adultes présents, le contenu des propos, les réactions des enfants, la démarche des parents, la réaction de l'établissement. Est-ce à dire que chacune de ces fiches est une pure affabulation? Cela semble difficile à croire et mériterait en tout cas un sérieux examen. Or, pas un mot n'est dit dans le reportage sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que si ces retransmissions de séances sont véridiques, on comprend l'inquiétude d'un grand nombre de parents. Il est tout à fait contraire à l'établissement de la vérité de passer sous silence ce genre de rapport. Et sans vouloir faire preuve d'un esprit tendancieux, on peut estimer que si les témoignages de SOS Éducation étaient faux,
le reportage n'aurait pas manqué de le souligner. Il est intéressant de s'arrêter un instant sur le hiatus qui a opposé fin novembre 2024 Anne Génotet, ministre de l'Éducation nationale, à son ministre délégué Alexandre Portier, chargé de la réussite scolaire. Celui-ci, lors d'un débat au Sénat, avait demandé le retrait de la théorie du genre du programme gouvernemental. Or, le lendemain, sa ministre l'avait recadré en insistant sur le fait que, je cite, « L'école de la République, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'idéologie. Ce programme n'a pas d'idéologie. La théorie du genre n'existe pas, elle n'existe pas non plus dans ce programme. » Fin de citation. Tout cela n'est pas très clair pour le commun des mortels, et ce genre de contradiction n'est pas fait pour éclairer les esprits troublés. Quelles sont les conclusions qu'un parent lambda peut établir après la vision de ce documentaire ? Premièrement, est-il informé sur l'historique de cette levée de bouclier ? Oui, mais reconnaissons qu'il n'en a pas grand-chose à faire, et que cela intéresse principalement les férus de sociologie, d'histoire et de mouvements contestataires. Deuxièmement, est-il capable de se faire une opinion précise sur la justesse des craintes qui l'agitent ? Ayant été confronté durant 90 minutes à une orientation unique des propos, cela semble impossible. Troisièmement, est-il clairement informé du contenu de ce qui va être présenté à ses 3 enfants ? Là, c'est un non catégorique. Autant dire que le bilan d'une telle émission est, sur le fond, médiocre, pour ne pas dire nul, et sur la forme profondément tendancieux. Pas surprenant de la part d'une chaîne du service public, mais inquiétant. Qu'en est-il du mini-débat qui a suivi ce pseudo-documentaire ? D'emblée, nous sommes informés que 2 des intervenantes sont en accord parfait sur le sujet. Aurore Berger défend avec fougue ce qu'elle considère comme un enseignement indispensable sur l'intégrité du corps afin d'assurer la protection des enfants contre les atteintes sexuelles. Quant à Maëlle Chaland-Belval, en tant que présidente d'un organisme de formation des intervenants, elle est en première ligne dans cette mission d'éducation. Le cas de la sexologue belge Thérèse Argot était plus ambigu, puisqu'elle se reconnaît elle-même catholique et taxée par certains, à tort, d'une proximité avec l'extrême droite. Notons que grâce à elle, nous avons eu un court moment, à mon sens assez jouissif, que certains spectateurs auront peut-être observé. À une question du présentateur, elle commence par répondre que le complotisme, mot devenu très à la mode pour définir ce qui n'est pas conforme à l'idéologie dominatrice, est présent aussi bien chez les opposants que chez les tenants du projet. Et là, durant quelques secondes, on a pu voir le regard de Thomas Negaroff se remplir d'angoisse. Qu'allait-elle sortir ? N'allait-elle pas foutre en l'air la magnifique harmonie de pensée qui régnait dans le studio ? En fait, ces craintes étaient infondées, mais ces instants étaient emblématiques de l'uniformité de pensée obligatoire qui règne désormais dans les médias mainstream. Revenons-en au contenu de ce débat. Les 3 intervenantes étaient en accord sur plusieurs points. Premièrement, jusqu'à présent, les tentatives d'éducation à la sexualité avaient l'immense handicap d'être floues. Deuxièmement, il est éventuellement judicieux d'adapter l'enseignement futur à la spécificité de certaines écoles privées. Troisièmement, point particulièrement délicat, il est indispensable de faire appel à des intervenants soigneusement formés afin qu'aucune dérive ne vienne entacher ce projet ambitieux. En particulier, il s'agit de permettre une réflexion chez les auditeurs et non de les formater. Quatrièmement, il est indispensable d'apporter aux parents une information claire, juste, de ce qui va être transmis à leurs enfants. Ce sont là des souhaits louables. Tout humain sensé ne peut qu'encourager tous les projets qui ont pour but de faire disparaître un jour les violences subies par les femmes de la part de machos décérébrés ou d'extrémistes religieux. Et bien sûr d'éradiquer le plus possible la pédocriminalité, qui est un fléau dont nombre de personnes sous-estiment la nuisance. Mais le but premier du parent qui regarde cette émission est-il atteint au terme de ces 30 minutes d'intervention ? En l'occurrence, être rassuré sur ce qui va être transmis à ses enfants à la rentrée de septembre. La réponse est hélas pas du tout. Qu'avons-nous appris dans cette production de France 5 ? Premièrement, que les opposants à ces projets de loi sont des complotistes, menteurs, abrutis et parfois violents. Deuxièmement, que le projet EVARS
Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, est désormais adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2025 par le Conseil supérieur de l'éducation. Troisièmement, que l'application va se faire dès la rentrée de septembre 2025 avec des contenus graduels suivant les âges et que tout va bien se passer. Quatrièmement, que tout est conçu pour le bien des enfants et des adolescents. C'est parfait. Mais lorsqu'on constate tout ce qui a été fait depuis 2 décennies pour le prétendu bien de l'hôpital public, où les malades meurent dans les services d'urgence, où les maternités ferment les unes après les autres, lorsqu'on contemple les spectacles pervers qui sont promus par le gouvernement pour des événements sportifs mondiaux comme les Jeux Olympiques, il est possible, sans être complotiste, de douter de ces prétendues bonnes intentions et de comprendre l'inquiétude de nombreux parents quant à ce qui va être transmis à leurs enfants. D'autant plus qu'au sortir de cette émission, nulle information n'a été donnée sur les contenus de ces enseignements, ni sur la manière d'y avoir accès, ce qui aurait tout de même été le minimum requis. Nous avons donc cherché par nous-mêmes les éléments disponibles sur le site Comitis, dont Maëlle Chaland-Belval est présidente. Divers modules sont consultables, par exemple, je cite, « Consentir ou céder »,« Parler de prostitution »,« Comment séduire une fille »,« Est-ce que je dois faire ça ?»« Mal dans sa peau », etc. Des sujets très importants, certes, mais il ne s'agit pas du programme tel qu'envisagé pour la rentrée. Dans sa page « Séances pour les enfants », le site mentionne 10 741 jeunes rencontrés, 745 séances proposées, 11 départements visités. Il s'agit donc de séances marginales sans relation directe avec le projet gouvernemental. Un autre organisme juste mentionné dans l'émission en tant qu'initiative privée de Sébastien Brochot est AidSens. Son but est apparemment le même que celui de Comitis, à savoir, je cite, « un programme permettant d'aider les enfants et les adolescents à développer leurs compétences psychosociales et leurs connaissances de 2 à 18 ans. » Fin de citation. Le site AidSens précise que, je cite, « le contenu des cahiers et des séances est conforme au nouveau programme de l'éducation nationale paru en mars 2024. » Fin de citation. Les programmes AidSens des enseignants destinés à la maternelle en primaire, collège, lycée sont disponibles, mais au prix de 39 € chacun, ce qui n'est pas donné. S'agit-il des sujets précis qui seront abordés dans le projet gouvernemental ? C'est possible, mais alors pourquoi l'émission n'en a-t-elle pas parlé et pourquoi ce contenu n'est-il pas rendu public ? Qui plus est, une nouvelle version du projet a été présentée fin janvier 2025. De quelle nature sont les changements apportés ? Nous l'ignorons. Tout cela n'est pas très clair. En fait, pour avoir un aperçu des contenus censés être les plus à jour, le parent doit faire appel à Google. Nous avons donc tapé la recherche « Éducation à la sexualité plus programme ». Nous sommes arrivés sur une page officielle qui redirige vers divers documents PDF qui listent les différents sujets abordés suivant les classes. Pour les personnes qui liront l'article sur notre site imagezemo.fr dans la rubrique podcast, nous avons mis en lien 2 exemples, l'un concernant la maternelle, l'autre l'école élémentaire. Le moins que l'on pouvait attendre de l'émission aurait été de donner des informations précises sur la manière d'avoir une vue des contenus qui seront dispensés. En dernière minute, nous avons découvert un autre site gouvernemental, Eduscol, sur lequel on peut facilement télécharger le programme apparemment complet de l'enseignement prévu à la rentrée de septembre. Vous pourrez le télécharger sur la page de notre site ImageZemo consacrée à cet article du podcast. Examinons un instant l'un des programmes transmis au CE2, c'est-à-dire pour des enfants de 8 ans environ, et qui est un des points les plus mis en exergue par les concepteurs du projet. Il s'agit de l'apprentissage du fait de dire oui ou non. C'est effectivement un sujet crucial. Mais il n'est pas nécessaire d'être clairvoyant pour comprendre que cette sensibilisation ne sera utile que dans 2 circonstances. Celle où 2 enfants du même âge seront confrontés à un choix relationnel entre eux, et celle d'un adulte qui aura intégré cette notion de respect mutuel dans son comportement sexuel ou amoureux. En revanche, pour le malheureux enfant devenu proie d'un prédateur, il aura beau avoir appris à dire non,
la puissance physique et morale de l'adulte n'aura que faire de la volonté de sa victime. En revanche, l'une des interlocutrices, je ne me souviens plus laquelle, a soulevé un intérêt important lié à cet apprentissage du oui et non. En l'occurrence, la déculpabilisation de l'enfant, qui, souvent, peut avoir intégré, bien à tort évidemment, qu'il était en partie provocateur de l'agression. Sur un sujet très proche, soulignons l'intervention de la sexologue Thérèse Argot, qui a insisté de façon judicieuse sur le fait de prendre conscience que le non-consentement mental et émotionnel peut sembler en opposition avec une manifestation physique d'excitation sexuelle incontrôlable. Il est donc capital de prendre conscience que cette pulsion physique instinctive n'a rien d'une acceptation, confusion qui serait susceptible de provoquer chez la victime une culpabilisation qui n'a en aucun cas lieu d'être. En conclusion, disons que cette émission en elle-même, partisane et génératrice d'informations à sens unique, n'apporte strictement aucun élément capable d'éclairer les parents inquiets sur les sujets de leurs troubles, mais que son seul mérite est de pousser ceux-ci à rechercher par eux-mêmes les réponses à leurs questionnements. Nous invitons donc vivement les parents à consulter le site gouvernemental sur lequel sont détaillés les programmes. Le lien est donné sur la page internet de cet article sur le site imagesemo.fr et de se référer également au site EduScol, dont le lien est disponible également sur la même page. Nous remercions vivement celles et ceux qui sont parvenus au terme de cet épisode et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines environ pour un nouvel entretien. Excellente journée à toutes et à tous.